Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Actuel, au sommaire de ce numéro. L'avortement va-t-il devenir quasiment interdit en Pologne? Le gouvernement planche sur un projet de loi interdisant l'IVG en cas de malformation grave du fœtus, soit près de 95% des avortements légaux pratiqués aujourd'hui dans le pays. Depuis juin 2016, la loi électorale tunisienne impose la parité. Les listes doivent compter autant d'hommes que de femmes et la moitié au moins doit être présidée par des femmes. Mais avant les municipales, les candidates se heurtent à des difficultés. Et puis le harcèlement sexuel ne connaît pas d'âge. Il commence même dès l'école, un phénomène occulté, minimisé, contre lequel les jeunes filles se mobilisent avec le hashtag Balance ton bahut. Le gouvernement polonais envisage de durcir tellement les conditions de recours à l'avortement qu'il va devenir quasiment impossible dans les faits. Le projet de loi a suscité la colère de milliers de femmes qui ont défilé contre ce retour en arrière annoncé. Officiellement, seul 1 millier d'IVG a lieu chaque année dans le pays, mais les activistes pro-choix évoquent en réalité 150 000 avortements clandestins. Certaines des femmes qui sont passées par là ont osé témoigner au micro d'Aurore Dupuis et Cyril Payen. D'immenses panneaux pro-avortement en plein cœur de Varsovie. Une campagne choc initiée par Karolina Wiskiewicz. Pour elle, il faut mettre fin à ce tabou dans une société conservatrice à très forte majorité catholique. Cela fait 25 ans que ça dure, que les hommes politiques polonais se cachent derrière cette loi sur l'avortement, en affirmant que c'est un bon compromis. Ils ont créé cette société où un avortement en début de grossesse avant 12 semaines est considéré comme un acte extrémiste. Mais c'est faux. Comme des milliers de Polonais, Karolina est descendue dans la rue pour dénoncer un possible durcissement de la loi. Pour l'heure, l'avortement n'est permis qu'en cas de viol, de problèmes de santé chez la mère ou le fœtus. Mais il pourrait être totalement interdit. Le camp des anti-avortements est extrêmement actif dans le pays. Cette femme a récolté plus de 800 000 signatures en faveur de la loi controversée. Pour elle, l'interruption volontaire de grossesse est un meurtre. Lors de ma première grossesse, mon enfant a été diagnostiqué trisomique. On m'a immédiatement proposé d'avorter et ça a continué jusqu'à mon accouchement. Comment peut-on stigmatiser un être humain avant même sa naissance parce qu'il est différent? Lui dire qu'il ne peut pas vivre. Pour moi, c'est de la barbarie. Nous retrouvons Karolina, l'activiste, chez elle, en banlieue de Varsovie. Fait rarissime en Pologne, l'une de ses amies accepte de nous rencontrer et témoigne à visage découvert. Une femme qui s'est fait avorter comme moi ne peut pas en parler, ni à sa famille, ni à personne. Tout cela doit rester secret, comme un crime. C'est un tabou, à la maison et à l'extérieur. Il faut le cacher à tout le monde. Justina a dû surmonter la honte et la peur. Sur le point de divorcer et déjà mère de 3 enfants, elle estime qu'elle n'avait pas le choix. Ces femmes espèrent que l'interdiction totale de l'avortement ne verra jamais le jour. La législation polonaise est déjà l'une des plus strictes d'Europe. Et toujours sur ce sujet, Teodora Vázquez a été libérée après 10 ans derrière les barreaux. La Salvadorienne avait été condamnée à 30 ans de prison après une fausse couche sur son lieu de travail alors qu'elle était quasiment à terme. La justice avait estimé qu'il s'agissait en fait d'un avortement considéré comme un homicide aggravé dans le pays. Sa peine a finalement été commuée. Désormais libre, Teodora Vázquez veut lutter pour les autres femmes qui connaissent le même sort. Elles sont au moins 27 au Salvador, selon Amnesty International. Après plusieurs reports, la Tunisie s'apprête à vivre enfin ses premières élections municipales depuis la révolution de 2011. Ce sera le 6 mai prochain. Près de 7000 candidats se présentent dans 350 municipalités. La moitié sont des femmes. La loi impose désormais une parité parfaite au sein des partis comme sur les listes électorales. Mais dans la réalité, les femmes ont encore bien du mal à s'imposer. C'est un reportage de Lilia Blaise et Amdit Lely. À seulement 28 ans, Ishrak maîtrise déjà les rouages de la communication politique et ses réseaux sociaux. La liste des élections pour Ennahda à Sidi Yassine, les jeunes sont prêts? Avec les membres de la liste du parti islamiste Ennahda, Ishrak vient déposer son dossier de candidature aux élections municipales. La jeune femme représente un quartier populaire de Tunis, diplômée et chômeuse depuis 4 ans. Elle veut être le porte-voix de la jeunesse.
J'habite avec ma famille à Sidi Yassine. J'ai vécu les mêmes choses que les jeunes d'ici. Je prends les transports en commun comme tous les jeunes du quartier. Je porte la voix de ces jeunes qui n'ont pas pu se présenter aux élections. Son combat, elle le mène avec le soutien de sa famille proche, mais aussi celui du parti politique, car elle n'aurait pas pu, selon elle, se présenter seule. Quand on n'a pas de notoriété, on risque de ne pas être élu. Mais quand on se présente sur la liste d'Ennahda, on a plus de chances d'accéder au pouvoir local. Dans un monde qui reste encore très masculin, d'autres femmes ont formé des listes indépendantes en dehors des partis, comme dans la région de Kelibia au nord-est du pays. Mais pour l'une d'elles, Dorsaf, cela s'est soldé par un échec. Elle s'est fait éjecter sans raison de sa propre liste par un homme. Moi, je pense que les hommes ont peur des compétences de la femme. Et ils craignent que cette femme ait un poste de pouvoir ou puisse prendre des décisions. Difficile donc de savoir si les femmes seront à égalité avec les hommes dans ces élections. Certains experts parlent déjà de partis politiques qui placeraient parfois en tête des femmes dans les régions où ils savent que c'est perdu d'avance. Après l'affaire Weinstein, on a beaucoup parlé de harcèlement sexuel sur le lieu de travail ou dans la rue, beaucoup moins de celui qui s'exerce au sein de l'école, au collège, au lycée, et parfois même dès la primaire. Les filles sont l'objet de remarques et de gestes sexistes de la part des garçons, un phénomène bien plus important qu'il n'y paraît. Isabelle Saboureau et nos confrères de France 2. Elles sont en terminale. Ces deux lycéennes ne supportent plus les remarques sur leur physique et les gestes déplacés qu'elles subissent en classe. Moi, par exemple, dans un cours, je suis partie au tableau et j'entendais des garçons crier gros tarpé ou grosses fesses dans la classe comme ça, devant le professeur. Et c'est crié en plus, c'est pas comme si... Mais c'est pas dans tous les cours, c'est dans certains cours. Ça a commencé à l'école primaire, j'étais en CM2 et puis je me rappelle que j'étais dans la cour de récréation et puis là, il y a un garçon qui m'a soulevé le t-shirt et qui a agrippé mes seins en fait. Alors elles ont organisé pour la première fois devant leur établissement un blocus pour dénoncer le sexisme en milieu scolaire et faire réagir les enseignants et les élèves. Je pense que les femmes ne doivent pas être réduites à des objets et que je trouve ça anormal de les juger sur leur corps ou sur leur façon de parler, etc. Depuis, leur mobilisation se poursuit au-delà de leur lycée. Elles ont déjà reçu des dizaines de témoignages par texto. Des mains aux fesses en cours de sport, aux insultes répétées. Lors d'un cours, mon voisin de classe a mimé des gestes de rapport sexuel envers moi à plusieurs reprises. On ne parle pas assez de ce qui se passe dans les établissements scolaires en fait. Et faut vraiment trouver l'origine du sexisme et faut régler le problème dès la racine en fait. Et voilà, donc on veut montrer que justement ça se passe dès le plus jeune âge, que nous, en tant que jeunes, en tant que collégiens, lycéens, étudiants, on est aussi touchés par ça et ce dès le plus jeune âge. Et c'est au collège que le sexisme s'exprime le plus. En cours ou dans les couloirs, 11% des filles affirment avoir subi des insultes relatives à leur sexe. 8% d'entre elles évoquent des caresses forcées. Alors, une fille, un garçon, une fille, un garçon. Dans ce collège, chaque année, en classe de 4e et de 3e, les attitudes sexistes sont décortiquées en groupe avec une association. Une violence verbale, une violence morale. À cet âge-là, les garçons évoquent souvent la tenue des filles. Ça voudrait dire qu'à chaque fois qu'une femme porte une jupe ou une robe, elle court un risque. C'est n'importe quoi, parce qu'une femme, quand elle s'habille, je sais pas moi, elle s'habille pour elle-même et pour personne d'autre. Une femme qui passe devant toi avec une robe très serrée ou je sais pas, une jupe. Qu'est-ce que ça fait? C'est provoquant. C'est provoquant. Ça attire. Ça attire. C'est très important qu'on se dise ça. Ça voudrait dire qu'une fille qui porterait une jupe, une tenue séduisante, pourrait être qualifiée de fille dite facile, qui donc serait disponible pour tout le monde. Parce que la personne qui la regarde éprouve de l'attirance et du désir. Mais ça voudrait dire que les garçons ne seraient pas en capacité de se contrôler? Ils vont dire que c'est une provocatrice, qu'elle chauffe. Limite, il y en a qui vont dire que c'est... voilà, ils vont l'insulter, ils vont dire que c'est... Voilà, moi, j'ai compris. Ça, ils arrivent très bien à le percevoir. Qui peuvent être emportés par des désirs qui peuvent être très vigoureux, très vifs. C'est pas parce qu'on est très séduit par quelqu'un qu'on doit lui mettre une main aux fesses, qu'on est autorisé à lui sauter dessus, qu'on est tous censés garder la maîtrise de nous-mêmes et qu'on est dans un cadre de consentement mutuel.
Le 14 novembre fait des histoires, des conflits. En plus de la prévention, chaque mois, la principale fait le tour des situations qui posent problème. Aucune attitude sexiste n'est tolérée. On voit son potentiel, exactement, mais c'est son comportement qui se reproduit, qui gêne ses apprentissages. Il y a eu un jour un jeune homme qui bêtement, montant un escalier, a baissé le jogging d'une fille. Alors, bien entendu, on a vu que son slip, mais elle a suffisamment souffert pour que pour qu'on puisse la revoir, parler avec elle de cette humiliation, et le jeune homme a été très sévèrement puni. En 2 ans, le climat scolaire s'est nettement amélioré dans le collège. Le nombre des sanctions a été divisé par 4. Ce que l'on constate, par exemple, c'est une forte diminution des exclusions temporaires. 32 l'année précédente, 7 cette année. Les exclusions définitives, 3 l'année précédente, 0 cette année. Des résultats très encourageants. Et du point de vue des élèves aussi, les relations filles-garçons s'améliorent. Moins d'insultes sexistes. Le sentiment de violence a baissé de 22%. C'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, YouTube ou Facebook. À très vite sur La Toile ou sur France 24.